Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous faisons partie d'une génération plutôt avantagée lorsqu'il s'agit de formation, de recueil d'informations et de développement des compétences. Lorsqu'on a une question, on demande tout simplement à l'ami Google. Seulement, on y trouve une quantité astronomique de contenu, ce qui est pratique pour les petites questions simples, l'est un peu moins pour celles qui sont plus complexes. Comment trouver des informations complètes, des créateurs de contenu fiables ? Clément Mélin, notre invité du jour, nous propose une réponse avec la curation de contenu dont nous allons parler tout au long de cet épisode. Clément est le cofondateur et CEO d'Edflex, qui propose une solution en mode SaaS, Software as a Service, qui connecte les organisations avec les meilleurs contenus de formation du web. Clément est également l'hôte du podcast Learning Club, où il invite des directeurs ou des directrices des ressources humaines ou des responsables de formation à échanger sur les dernières tendances du monde de la formation. Ce podcast devrait vous intéresser et je vous le recommande vivement. Pour cela, je vous ai mis un lien vers son podcast dans la description. Bonjour Clément. Bonjour Gérard. Avant de parler de curation de contenu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours dans les grandes lignes ? Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc moi j'ai 31 ans, ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que j'ai créé Edflex. Ce qui est toujours intéressant à raconter, en tout cas j'aime bien le raconter de cette manière, c'est que j'ai fait des études en communication politique et aujourd'hui je me trouve dans le monde de la formation. Comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir avec mon métier actuel. Mais en fait, on a eu l'idée de créer Edflex avec 2 amis quand on était étudiants. En fait, on faisait des alternances dans différents groupes, dans des grands groupes. Et moi, ce qui me passionnait, c'était à la fois la communication et la politique, mais surtout l'entrepreneuriat. J'avais plein d'idées de projets. Et donc pour me former, tu l'as dit dans cette introduction, ce que je faisais, c'est que j'allais souvent sur Google ou sur YouTube regarder des contenus et je voyais bien que dans les entreprises il y avait un sujet parce que les salariés le faisaient et n'allaient pas forcément demander aux équipes formation ou aux managers des formations sur plein de sujets qui avaient peut-être pas d'ailleurs sur l'entrepreneuriat dans le groupe dans lequel je travaillais. Donc du coup on s'est dit tiens, il y a peut-être une solution à créer pour aider les salariés, les équipes formation, et puis on a lancé Edflex et maintenant ça fait un petit peu plus de 5 ans qu'on existe et on va revenir sur ce qu'est Edflex en détail. En tout cas je voulais juste raconter cette petite anecdote de moi aussi j'ai utilisé Google et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un produit à créer. Bravo en tous les cas pour ce parcours, surtout à l'âge que tu as, 31 ans, c'est super. Effectivement, j'ai un peu teasé ce qu'était la curation de contenu en introduction, mais est-ce que tu peux nous en dire, alors là pour le coup, beaucoup plus, très très concrètement ? Oui, donc la curation de contenu, qui est un terme un peu barbare d'ailleurs en français, mais qui est le seul pour expliquer ce qu'on fait et ce qu'est justement cette sélection, j'aime bien dire, de contenu. Donc la curation de contenu, c'est aller sélectionner, identifier à la fois, quand on parle de formation, des sources fiables, des éditeurs de qualité, des créateurs de contenu. Au final, créateur de contenu, ça peut être un YouTuber qui fait des tutos sur comment progresser sur Excel ou un podcast qui va nous apprendre des techniques de vente. Ça, c'est des créateurs de contenu. Donc, quand on voit toute cette masse de contenu, on voit qu'il y a un sujet qui est de sélectionner les bons contenus. Et donc, c'est ce qu'on appelle la curation de contenu. Donc, comment on fait de la curation de contenu ? Si vous nous écoutez et que vous partez de zéro et que vous travaillez dans le monde de la formation, alors soit il y a des solutions comme Edflex, bien évidemment, mais vous pouvez aussi le faire par vous-même, c'est-à-dire vous dire ok, je vais aller d'abord sélectionner les bons créateurs, les bons éditeurs, et puis après je vais y mettre des critères pédagogiques en me disant tiens, qu'est-ce qui fait que cette ressource est mieux qu'une autre, qu'est-ce qui fait qu'un créateur est mieux qu'un autre. Je vais me créer, une fois que j'ai toutes les sources qualifiées dans ma curation de contenu, je vais créer peut-être des alertes qui vont me permettre de dire tiens, il y a un nouvel épisode du podcast, il y a un nouvel article sur tel blog que j'ai l'habitude de suivre, il y a un nouveau tuto qui est sorti de tel youtubeur qui m'intéresse, et donc tout ça permet de faire une curation de contenu et surtout c'est l'avantage de la curation de contenu, de gagner du temps, puisque aujourd'hui, tu l'as dit aussi dans ton introduction, il y a tellement de contenu sur Internet que si on sait où aller, qu'on a sélectionné les bons éditeurs et qu'on peut aller chercher les bons contenus rapidement, on va beaucoup plus vite, notamment pour créer de la formation, que de repartir de zéro pour des choses qui existent déjà et qui sont qualitatives. Pour moi, la curation de contenu, en fait, c'était vraiment parce que on a une différence d'âge. Pour moi, c'était juste des publications textuelles, mais tu confirmes bien donc que c'est tout confondu. Ça peut être des vidéos, des podcasts, tout type de médias en fait, vous récupérez.
Ouais, exactement. En fait, nous, on va aller chercher le plus de formats possible puisque, bien évidemment, on peut avoir de l'article, des publications, mais aujourd'hui, on peut faire de la curation sur de la vidéo, du podcast, du cours en ligne. On le fait aussi beaucoup, là, les entreprises qu'on accompagne qui nous disent, il y a tellement de cours en ligne, comment vous pouvez nous aider à faire de la curation? Il y a plein notamment de catalogues. On va les citer rapidement, mais Open Classroom, Coursera, For Business, Udemy, où en fait, ces solutions sont achetées. Même parfois, les équipes formation font de la curation au sein de ces catalogues quand ils sont achetés parce que, il y a tellement de contenu qu'à un moment, il faut pouvoir aller chercher le meilleur et surtout guider le salarié au final. Donc oui, ça s'adresse vraiment à tous les formats et nous, on va même jusqu'à aujourd'hui à chercher des influenceurs. Alors sur Instagram, par exemple, tu as beaucoup d'influenceurs. Alors pas les influenceurs tels qu'on les imagine et dont on entend parler assez souvent, des influenceurs sur de la bureautique, sur du management, sur du développement personnel. Donc c'est aller sur tous les médias où vont au final les salariés d'entreprise et pouvoir aller proposer cette palette de formats dans la curation de contenu. Je crois que c'est sur ton site internet que j'avais lu ça. Il y avait un sondage de 2021 qui avait été réalisé par notre entreprise où je crois que tu disais qu'il y avait 67% des salariés qui utilisaient régulièrement des contenus digitaux libres pour se former par eux-mêmes, ce qui m'a paru impressionnant. Tu confirmes ce chiffre ? Ouais, je confirme. Et en fait, c'est une étude qu'on a menée. On va sortir une mise à jour de cette étude en janvier 2023. En fait, on s'est dit l'année dernière, après les différents confinements qu'on avait connus et on va dire le post-Covid, même si on est encore un petit peu dedans là en 2022, on s'est dit tiens, on va mener une étude. On va aller sonder les salariés d'entreprises de plus de 500 collaborateurs, des grandes entreprises donc principalement, pour leur demander comment ils se formaient et si les choses avaient changé. Donc, il y avait une question qui était de dire est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser Google, YouTube ou ce type de médias pour chercher du contenu. En effet, on a quasiment 2 salariés sur 3 qui ont dit aller chercher du contenu plusieurs fois par semaine, d'où le fait que c'était régulièrement sur Google principalement. C'était vraiment ce premier réflexe quand on leur demandait aussi, si on est un peu plus loin dans l'étude, quel type de formation vous demandez et la façon dont vous demandez. Est-ce que c'est votre manager? Est-ce que c'est votre service formation? Est-ce que c'est Google? Google est le premier réflexe des salariés. Donc, on va avoir une mise à jour qui va être faite tout début 2023. Donc, on verra l'évolution. En tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà au moins une fois dans leur vie tapé quelque chose sur Google pour chercher de la formation et on voit que c'est des pratiques qui rentrent vraiment dans le quotidien au final des salariés. Et quand des salariés ou des collaborateurs font ça, est-ce que tu as une idée s'ils prennent la précaution de vérifier les sources ou alors ils prennent juste les 5 premières références qui est sur la première page de Google et ça fait la blague? Il y a une vraie tendance parce que on va y venir, mais je sais que chez Flex, vous prenez un grand soin de vérifier les sources. Encore une fois, les apprenants, on va les appeler comme ça, vont chercher du contenu. Ils ont cette notion de vérification. Alors, c'est vrai qu'on s'adresse là sur des directions de ressources humaines ou des salariés qui vont chercher des choses précises, mais tu as une réponse à cette question? Dans le sondage qu'on a mené, tu avais aussi des entretiens plus qualitatifs et on leur demandait où est-ce qu'ils cliquaient sur Google et tu en as quasiment 1 sur 2, c'est assez impressionnant, qui cliquent d'ailleurs sur des liens sponsorisés. Sur les annonces, sur les annonces. Et en effet, cliquer sur les annonces, la source n'est pas forcément de qualité puisque c'est un peu celui qui a mis le plus d'argent qui va remonter potentiellement. Donc ça, c'est quand même, entre guillemets, un peu inquiétant quand on va aller chercher une formation sur un sujet. Et le deuxième sujet, qui est un peu ce qu'on fait tous au quotidien, c'est que je crois que tu en avais 95 ou 98%, j'ai plus le chiffre, mais c'était ultra majoritaire, qui vont pas plus loin que la première page. Alors ça, c'est vrai. Et alors que, en fait, tu peux avoir un super contenu. Alors, on va parler, par exemple, d'un podcast. Je sais pas, si tu dis, tiens, j'ai besoin de monter en compétence pour mieux des techniques de vente et je vais taper sur Google. Déjà, tu vas avoir tout un tas de formations qui sont payantes. Et si tu vas pas plus loin que la première page, t'as toutes les formations un peu historiques, mais il y a peut-être des nouvelles formations de qualité. Et donc, en fait, ils restent soit sur la première page, soit ils cliquent sur les annonces. Donc, on voit qu'au final, ils arrivent pas forcément au bon endroit et c'est tout ce sujet de dire comment on les aide et comment ils perdent pas leur temps parce que du coup, tu peux passer aussi un temps fou, c'est sur Google à chercher le bon contenu. Exactement. Alors, on va y revenir un peu après. Je voulais te poser une question sur l'eutagogie, puisque dans un des commentaires d'un épisode précédent qu'on avait fait, on m'avait posé une question sur l'eutagogie. Alors, pour être très honnête, c'est un terme à l'époque, j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire, parce que je le connaissais pas. J'ai un peu honte de le dire, mais c'est la stricte réalité. Et l'eutagogie, donc pour résumer, et pour ceux qui, comme moi, seraient pas très au fait du sujet, c'est l'étude de l'apprentissage autodéterminé, qui est centré non plus sur l'enseignant, mais sur l'apprenant. Et en t'écoutant parler, je trouve que la curation de contenu, elle s'en rapproche, c'est-à-dire cette possibilité finalement d'apprendre par soi-même et centrée sur l'apprenant. Est-ce que toi, tu connaissais ce terme et est-ce que finalement, c'est dans ce sens que vous continuez à développer EdFlex ?
Je suis assez transparent, je connaissais pas non plus ce terme. Bon, ça va, alors on est deux. Ça me rassure. J'étais presque prêt à taper sur Google, mais tu l'as expliqué. Non, c'était pas un piège. Hein. Et du coup, oui, on est centré sur l'apprenant. Enfin, nous, notre positionnement, c'est vraiment de dire, alors on travaille avec principalement les équipes formation et les équipes RH, hein, c'est notre commanditaire en quelque sorte, puisque c'est eux qui achètent la solution, mais tout le travail se mène sur l'apprenant. Alors, à la fois, on essaie de l'aider et on essaie de développer des outils en se mettant à sa place, en se disant, OK, régulièrement avec nos équipes produits notamment, on se dit, super, on a une solution SaaS, alors on connaît le monde de la formation, les LMS, les solutions, les éditeurs de contenu. On a toujours un sujet d'engagement, c'est que le salarié, avant qu'il retrouve l'endroit où il faut qu'il se connecte sur sa plateforme de formation, c'est pour ça qu'il va sur Google, c'est que c'est plus facile, plus rapide. Donc nous, en fait, on fait tout ce travail sur l'apprenant, de se dire où se connecte l'apprenant au quotidien. Et tu vois, typiquement, on a développé des intégrations, alors avec des LMS bien évidemment, avec Teams, où on se dit, on sait que le salarié, ce qu'il fait au quotidien, notamment après le Covid, là, avec toutes les visios qu'il peut y avoir, s'il y a Teams dans l'entreprise, c'est le premier réflexe qu'il a d'ouvrir Teams. Donc, on a une intégration avec Teams et on travaille aussi sur l'apprenant en se disant, OK, s'il va sur Google, comment on peut lui pousser du contenu, dans notre cas Edflex, en lui disant, t'es sur Google, mais on va te faire une sélection. Donc, on a développé, par exemple, une petite extension avec Google Chrome où, si t'es vraiment intéressé par Edflex, tu l'as dans ton entreprise, donc la financer côté RH. Et du coup, avec l'extension, quand tu vas taper formation commerciale, technique de vente, on va te proposer la curation d'Edflex en haut de Google, un peu comme une annonce, mais sélectionnée par nos équipes. Donc, tout ça pour te dire, avec ces petits exemples, que on mène un travail principalement centré, nous, sur l'apprenant et de dire, OK, comment l'apprenant le fait revenir dans le chemin de la formation, et bien évidemment tout ça en collaboration avec les équipes formation avec qui on essaie de travailler ces sujets et du coup d'avoir un ROI clairement pour le service formation. D'accord. Alors, est-ce que la solution Edflex, finalement, elle permet de répondre à toutes les demandes de développement de compétences, ou est-ce qu'il y a des sujets qui sont trop spécifiques ou trop complexes? Parce que Google, il y a un nombre impressionnant de contenus qui sont indexés par jour. Je crois que c'est 200 000 ou 300 000 contenus, peut-être même plus, qui sont postés sur Internet par jour. Est-ce que vous arrivez, avec votre technologie, à finalement cerner la plupart des thématiques ou les thématiques, en tous les cas, qu'on va retrouver dans les entreprises? Nous, le chiffre qu'on a bien donné, c'est qu'on peut couvrir 95% des besoins des entreprises. Et comme tu l'as dit, tu as 5% de spécifiques. Alors, soit c'est du métier. Clairement, Google est une super mine d'or en quelque sorte, mais on n'a pas encore tout sur Google. Et soit il y a du spécifique métier, soit la formation sur mesure sur des sujets est nécessaire et c'est pas open en quelque sorte sur le web. Donc, on couvre 95%. Alors, quand on dit ça, au-delà du chiffre, c'est qu'en fait, nous, on a structuré notre solution avec une logique de maison d'édition. Donc, tu vois, on revient un peu au modèle traditionnel, même si on a une solution qu'on dit nouvelle génération, c'est que quand on a commencé à faire de la curation, au début, on a mis des catégories, puis on s'est dit, tiens, catégorie bureautique, on va mettre tout ce qui concerne la bureautique, pareil pour le management et ainsi de suite. D'accord. Puis assez rapidement, on s'est rendu compte que ça avait certaines limites et on s'est dit, OK, on devrait faire comme des maisons d'édition et on a construit en fait, c'est là où c'est assez unique, 7 grandes collections. Et dans ces collections, typiquement, tu vas avoir une collection sur ressources humaines et management, et tu vas retrouver à chaque fois des compétences. Et donc, on a aujourd'hui 230 compétences. Ces 230 compétences sont rattachées à cette grande collection. Et chez nous, on a un directeur de collection qui est un ingénieur pédagogique. Ce directeur de collection va s'assurer que les sources à l'intérieur de sa collection sont de qualité, un peu comme une maison d'édition où tu vas aller sélectionner les meilleurs éditeurs. Et puis, il va s'assurer que c'est toujours à jour et surtout, va s'assurer que ça répond bien à des besoins de l'entreprise. Il va pouvoir les recommander aux entreprises en disant, tiens, dans cette collection-là qui vous intéresse, monde des ressources humaines et monde du management, on a toutes ces compétences, qu'est-ce qui vous intéresse? Venez piocher ce qui vous intéresse et connectez-le avec votre entreprise. Avec cette structuration, je terminerai sur ça, avec cette structuration vraiment en mode maison d'édition, c'est très clair et c'est très facile de couvrir beaucoup de besoins et tous les besoins, on va dire, classiques, traditionnels, sont couverts, que ça aille de la bureautique jusqu'au développement personnel. On peut aller piocher dans Edflex pour couvrir un plan de formation et de développement des compétences. D'accord. Je vais te poser une question complémentaire parce que tu as commencé à l'expliquer avec l'ingénieur pédagogique dont tu nous exposais ce qu'il faisait. Mais comment vous êtes organisé pour faire justement en interne cette création de contenu? Comment vous allez le trier? Comment vous allez finalement indexer ces milliers de contenus que vous avez sous différentes formes, puisqu'on a vu que vous couvriez à peu près toutes les modalités? En fait, on a un fonctionnement qui est très clair et qui aujourd'hui nous permet d'aller vite. C'est que au début de la chaîne, en quelque sorte, tu as de la techno et de l'humain. Donc l'humain, il travaille sur la solution, on va dire plutôt côté back office, c'est-à-dire toute l'équipe qu'on appelle learning. Ce qu'ils font, c'est que leur quotidien, c'est d'identifier des nouvelles sources. De dire, tiens, dans ma collection, est-ce qu'il y a des nouvelles sources que j'ai pas encore? J'ai trouvé ma nouvelle source, je l'ajoute, et donc du coup, c'est là où la techno rentre en jeu. La techno est capable, une fois que la source est branchée,
de dire ok, dès qu'il y a un nouveau contenu, je vais envoyer une alerte au directeur de collection. Typiquement, si on branche ton podcast et peut-être qu'on le fera côté ingénierie pédagogique pour en savoir plus sur le monde de la formation. Si on branche ton podcast, nous on va recevoir des alertes des plateformes type Spotify et autres ou Apple Podcast qui vont nous dire tiens, il y a un nouvel épisode du podcast, il faut aller l'écouter. Et en fait, le travail, c'est identifier des sources, 2, aller dans ces sources dès qu'il y a un nouveau contenu, regarder le contenu. Et on aime bien comparer Netflix, nous, quand on le présente avec Allociné, c'est-à-dire qu'en fait, il y a sur Allociné, ce qui est plutôt bien fait, quand avant d'aller au cinéma voir un film, tu te dis, tiens, est-ce que ce film est bien? Il y a tous les spectateurs qui vont donner leur avis. Nous, c'est en quelque sorte tous les internautes qui ont déjà donné leur avis sur un contenu. Et puis, tu as l'avis de la presse, l'expert, Télérama, celui qui a l'œil cinématographique, qui va te dire pourquoi peut-être que, même si tous les spectateurs l'adorent, ce film est un peu moins bien que ce qu'on peut penser, ou inversement. Et nous, on a l'œil de l'expert pédagogique qui, lui, a écouté, a regardé, a lu la ressource et qui va à chaque fois donner son avis et qui a 20 critères de curation. Donc c'est assez complet où lui va évaluer. Une fois qu'il a écouté, imaginons un podcast sur un sujet, il va donner ses critères. Il va donner une note à chacun des critères, note sur 5. Tout ça fait une note globale sur 5. Et si cette note dépasse 4 sur 5, ça rentre dans la solution Netflix et ça rentre dans la catégorie qui va être assignée. Et du coup, c'est proposé à l'ensemble des apprenants ou à l'ensemble des clients en disant on a une nouvelle ressource sur ce sujet-là. Alors, il y a une question qui me taraudait, c'était comment vous obteniez le droit d'utiliser ces contenus? Est-ce qu'ils sont par défaut en réalité utilisables car vous les trouvez gratuitement sur Internet ou est-ce que c'est légèrement plus compliqué que ça? C'est légèrement plus compliqué. C'est J'imaginais bien. La propriété intellectuelle est aussi pour lequel on travaille aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises aussi parce que les entreprises veulent avoir une sorte de garantie sur les contenus qui sont utilisés. Il y a un sujet depuis quelques années, encore plus depuis la crise du Covid, c'est que tous les formateurs ont eu l'habitude dans les grandes entreprises d'aller piocher du contenu sans vraiment savoir s'ils avaient le droit de l'exploiter, de le mettre dans des formations. Ouais. Et en fait, sur ça, c'est assez simple. Et donc, nous, on a travaillé avec un cabinet d'avocats spécialisé sur le sujet pour savoir ce qu'on a le droit de faire et de pas faire. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est de base, tout contenu qui est en licence Creative Commons peut être exploité si la licence le permet, et tout contenu qui est diffusé, alors ça dépend des plateformes, mais par exemple sur YouTube, qui est la principale plateforme vidéo, peut être dans la majorité des cas, sauf si ça a été déclaré par l'auteur comme inexploitable et pas le droit d'être embed, c'est-à-dire reprendre le player de YouTube, peut être réexploité pour de la formation et pour tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire reprendre la vidéo sur un site et autres. Donc en fait, on va pas rentrer dans le détail, je pense, aujourd'hui, mais tu as plusieurs choses qui sont à prendre en considération. Et il y a un autre élément qui est que, par exemple, pour de la presse écrite, qui est très encadrée, très réglementée, tu as le droit de faire de la curation, mais par contre, à partir du moment où tu mets un résumé qui fait pas plus de 10 lignes et où tu donnes toutes les infos sur l'auteur, la source et où tu rediriges vers l'article, bien évidemment. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aspirer l'article et de dire vous allez lire l'article du Monde, bien évidemment, sur Netflix. Donc voilà, quand tu as toutes ces règles qui sont respectées, donc qui sont aussi dans les critères de curation, bien derrière, tu peux t'assurer qu'il y a une certaine garantie qui est apportée à la fois à l'apprenant et aux entreprises dans le cadre d'une contractualisation. Et peut-être juste pour terminer sur ce sujet, il y a un élément important qui est qu'aujourd'hui, on va un cran plus loin. Là, on est en train de travailler sur le sujet pour créer justement des partenariats éditoriaux avec des acteurs et devenir en quelque sorte à terme une marketplace aussi sur tout ce qui est contenu payant sur Internet. Là, aujourd'hui, comme tu vois, on a beaucoup de contenu gratuit qu'on va exploiter. Demain, on est avec Edflex sur une solution, on l'espère, qui pourra, grâce à ces partenariats, dire si vous voulez acheter via Edflex du Open Classrooms ou du Coursera ou d'autres éditeurs, et on a les partenariats qui vont bien et on a le droit d'exploiter et on gère tout pour vous. D'accord. Ouais, ce qui est très malin et ce qui était une des questions que je voulais poser, mais tu viens d'y répondre, si vous allez vous donner à l'avenir la possibilité d'acheter du contenu, et tu viens d'y répondre avec la mise en place de ces partenariats, ce qui est effectivement très judicieux. Ouais. Et en fait, sur ça, c'est aussi une demande des clients qu'on a qui nous disent, en fait, c'est super, on a rassemblé au final à un endroit tous les contenus qui étaient open et on allait chercher ici et là, et pourquoi demain, vous pourriez pas proposer aussi une curation parmi tous les éditeurs? Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui nous disent être dépassés par les apprenants, si on revient sur l'apprenant, parce que il y a 5 ou 10 ans, t'avais, quand tu voulais former sur, je sais pas, tes équipes techniques sur du langage informatique, on t'avait 2-3 solutions de référence, et puis il y avait pas non plus des éditeurs dans tous les sens qui étaient trouvés par les apprenants, parce qu'il y avait cette logique plutôt descendante en disant tiens, voilà, c'est votre plateforme pour aller vous former, vous certifier. Là où aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup, et nous c'est ce qu'on entend, les apprenants qui disent, ou les managers d'équipe qui disent tiens, on voudrait un accès ou on voudrait 10 accès sur cette nouvelle plateforme qui vient de sortir, qui est mieux que tout ce qu'il y avait avant, et tout va très vite, il y a beaucoup d'éditeurs qui se créent, et du coup les services formation peuvent être un peu débordés et achetés un peu partout et sans vraiment de cohérence. Le but, ça va être de pouvoir apporter le nouvel éditeur de qualité sur un sujet en disant on a déjà noué un partenariat parce que c'est notre job d'avoir trouvé au quotidien et d'aller accompagner et conseiller les clients. D'accord.
Pour continuer sur la formation, est-ce que Edflex, c'est plutôt un catalogue où l'apprenant choisit son propre cours, ce que tu as très bien expliqué, ou est-ce que vous allez, avec justement la techno, un peu plus loin, c'est-à-dire que vous arrivez à concevoir des parcours de formation avec, par exemple, un embarquement, un parcours avec des modalités, un prolongement de formation. Vous le faites déjà, vous allez le faire. Vous en êtes où sur ces sujets-là? Sur ça, en fait, on a deux approches avec Edflex. Il y a une approche qui est vraiment, désolé pour l'anglicisme, du pick and choose, c'est-à-dire je vais pouvoir aller piocher et là on me descend en quelque sorte du contenu. C'est-à-dire que voilà, je vais aller dans une thématique, je vais dire tiens, moi ce qui m'intéresse, c'est de mieux comprendre la blockchain, cliquer sur la catégorie blockchain et là je vais avoir tous les contenus associés, je vais trier par format. Et là c'est vraiment je vais regarder une vidéo et puis après je regarde ce qu'il y a dans les podcasts et là c'est vraiment sans logique pédagogique en quelque sorte, c'est plutôt du contenu que je consomme. Ça c'est la première approche. La deuxième approche qui plaît beaucoup aux apprenants, c'est les playlists. On a développé un système de playlist, un peu à la manière d'un Spotify où tu te dis tiens, j'ai envie de découvrir la musique électronique. Je me dis tiens, je vais aller m'écouter une playlist où on va me guider et on va me faire découvrir à la fois des artistes, des musiques et autres avec une certaine logique. Nous on a fait des playlists sur des thématiques, le management à distance, la prise de parole. Là tu vois aujourd'hui on en sortait une là, enfin on préparait pour la rentrée, bien s'organiser pour la rentrée, préparer le TOEIC, des playlists comme ça sur des sujets où là on va avoir un assemblage de vidéos, podcasts, articles, petits quiz et certificats à la fin. Et là, Ah tu oui, vois, sympa. on se rapproche du monde de la formation. C'est-à-dire qu'on n'a C'est pas ça. non plus réinventé la roue. On a bien conscience qu'il faut aussi pouvoir certifier sur des compétences, qu'on le fait pas avec de la création de contenu, mais avec de la curation. Et notre discours est de dire aux entreprises, avec Edflex, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez à la fois un catalogue open, et vous pouvez dire aux salariés qui vont se former sur plein de sujets, plein de thématiques. Peut-être même l'entrepreneuriat, pour reprendre l'exemple. Nous, c'est dans notre catalogue. Si l'entreprise nous le masque pas, et d'ailleurs le masque pas, tu peux même aller te former sur l'entrepreneuriat et tu travailles pourtant chez Carrefour. Et donc du coup, ça c'est le premier monde de dire tout est open, vous avez un catalogue en libre accès, vous faites ce que vous voulez, c'est pour vous. N'allez plus perdre du temps sur Google. Et le deuxième sujet qui est le deuxième monde, le monde de la formation plus traditionnelle, tel qu'on connaît, certifiant, où on dit aux entreprises, bon, achetez peut-être pas un module sur le management à distance ou le créez pas de zéro, on a déjà la playlist qui va bien, on peut l'intégrer dans votre plan de formation et même dans votre LMS si vous le souhaitez. D'accord. Ça aussi, c'était une de mes questions. Vous pouvez aller jusqu'à l'intégration directe dans le LMS d'un de vos clients. Exactement. On va dire qu'au moment du Covid, c'est là où Edflex a vraiment accéléré et les LMS sont rapidement venus nous voir. 360 Learning, RiseUp, Cornerstone, en nous disant, est-ce qu'on peut pas créer des partenariats? Est-ce que nos clients nous demandent Edflex? Et puis nous, inversement, nos clients, assez rapidement, quand on contractualisait, nous disaient, mais il faut intégrer ça dans le LMS. Et on a même été jusqu'à proposer les playlists Edflex en SCORM. Alors, moi, à titre perso, je crois pas en l'avenir du SCORM, mais on sait que c'est quelque chose d'important et on n'a pas encore passé cette étape technique de dire, il y a plus de SCORM. Aujourd'hui, ce serait mentir que de dire ça. Et donc, du coup, on propose vraiment toute une palette d'options aux clients, de dire, vous voulez même la playlist l'avoir en SCORM dans Cornerstone, pas de souci, vous pouvez l'exporter en SCORM. Donc, tu vois, c'est une très grande flexibilité pour les clients, même si c'est des nouvelles modalités. Ouais, super. Alors justement, si on commençait à parler de formation, je vais aller un peu plus loin sur les services de formation. Comment ils appréhendent l'outil que vous avez créé? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit quelquefois entre le choix des apprenants, parce que tu nous as bien expliqué que c'était centré sur l'apprenant, mais est-ce que ça va vraiment dans le sens des décisions du service de formation? Il n'y a pas des conflits quelquefois entre les deux ou ça se résout très très simplement? En fait, ce qu'on a fait sur ça, oui, pareil, en fait, assez rapidement, les clients, quand on a commencé à travailler beaucoup de clients, nous ont dit non, mais il faut cadrer de cette manière le catalogue. Je te prenais l'exemple de l'entrepreneuriat, faut surtout pas parler d'entrepreneuriat. Nos salariés, on est là pour les garder. Oui, mais bon, le salarié qui a envie de se former sur le sujet, de toute façon, aujourd'hui, il peut le faire par lui-même. Il le fera, oui. Et donc du coup, il y a un peu ce combat qu'on mène, mais je vais pas te mentir et je suis transparent, les entreprises cadrent quand même Edflex en fonction d'un plan de développement des compétences, donc c'est, on va dire, plus descendant. Mais par contre, on a développé un petit chat sur la solution Edflex en SaaS où le salarié, là, il est libre d'écrire à nos équipes, et ça plaît beaucoup en plus aux responsables formation aussi, où d'ailleurs c'est pas un chatbot, on a vraiment fait le choix de l'humain et c'est nos directeurs de collection qui sont connectés toute la journée. Et toi, tu peux, en tant qu'utilisateur d'Edflex, si tu as ta licence, te dire, ok, bon, mon plan de formation, l'entreprise, voilà ce qu'on propose. Et si à un moment j'ai un besoin sur un sujet, plutôt que d'aller demander à Google, je peux aller demander à Edflex. Et du coup, on lance souvent des grandes campagnes de communication avec les clients chez qui on travaille, où on dit le premier message quand on lance Edflex, c'est ayez le réflexe Edflex. Alors le jeu de mots est assez basique, mais marche parce que du coup ça fait sourire, tu vois. Et donc du coup tu te dis oui, c'est vrai, faut que j'ai le réflexe d'aller sur Edflex, demander plutôt que d'aller sur Google. Alors premier jour de lancement Edflex, t'as jamais 100% de l'entreprise et d'ailleurs tu l'as jamais réellement, mais en tout cas assez rapidement
clients, quand ils ont des réponses qualitatives qui sont apportées par le chat, ils voient la valeur ajoutée, parce que plutôt que de perdre du temps sur Google, ils se disent tiens, je prends la parole en public la semaine prochaine, je suis un peu stressé, j'ai besoin d'avoir des techniques sur le sujet, je vais aller demander à Edflex, puis Edflex va me faire un retour en moins de 5 minutes et je fais autre chose et puis je reçois la réponse sur le chat ou par mail avec le bon contenu qui va bien. D'accord. Donc ça, il est libre du coup, le salarié, d'aller demander ce qu'il veut. C'est génial. Vous allez vraiment beaucoup plus loin que ce que je pensais. Est-ce que vous allez jusqu'à solliciter finalement la motivation des utilisateurs? Ça va jusque-là, Edflex, c'est-à-dire que vous les entraînez ou vous laissez ça au service de formation? C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, on essaie de les engager, c'est ça Oui, ta c'est question? ça. Ouais. C'est ça. Une fois qu'ils utilisent Edflex, est-ce qu'il y a des petits algorithmes qui vont rappeler à l'utilisateur que vous êtes là et que vous pouvez les aider ou des choses comme ça? Oui, alors après, on a tous les systèmes de relance par mail et autres où on leur dit de revenir autant que possible. Après, le vrai sujet pour les faire revenir de manière indirecte, c'est vraiment nos intégrations. C'est tout notre sujet produit de dire, tu vois, l'intégration Google, là, on l'a lancé cet été, on regarde bien évidemment les taux d'engagement. Alors, on veut toujours plus en termes de taux d'engagement et donc c'est vraiment là, au début de l'été, on s'est dit, mais au final, on sait qu'ils vont quand même sur Google, donc est-ce qu'on se ferait pas une application dans Google ou quand dans l'entreprise, tu as acheté Edflex, tu as Edflex qui te pousse les meilleurs contenus dans Google. Et donc, on a développé cette intégration et là, on voit des taux d'engagement énormes parce que le salarié, indirectement, on le réengage parce qu'il tape sur Google, il dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai Edflex, je vais regarder ce que me propose Edflex avant de descendre tout Google. » Et là, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on les réengage et c'est nous qui proposons ça directement à l'apprenant, bien évidemment en collaboration avec l'équipe formation qui se dit « Tiens, super, une innovation qui va nous permettre d'engager. » D'accord. Alors, j'imagine que avec tout ce que tu nous as décrit, que vous avez aussi la possibilité de collecter de la data, des données. Est-ce que vous évaluez les apprenants qui parcourent le catalogue? Alors pas encore. Pas encore. Sur ça, non, mais ça fait partie des pistes de réflexion pour l'avenir. J'imagine. De se dire tiens, un apprenant, enfin nous on pense aller vers ça, c'est la fameuse montée en compétences via Edflex et via la formation, de se dire à un moment sur des compétences, vu qu'on a tagué tous nos contenus comme ça, tiens, sur la prise de parole, je m'auto-évalue à 5, à 6, où mon manager m'évalue, et puis l'objectif c'est de passer à 9 sur 10, et donc quel contenu on va me pousser, et en fonction des contenus que j'ai consommés, à combien mon manager m'évalue en fin d'année. Donc ça, c'est un grand chantier. Il y a déjà des acteurs qui font très bien tout ce travail sur les compétences. Donc on ne sait pas encore si on fera un partenariat, si on va développer quelque chose. Nous, vraiment, le focus est très contenu aujourd'hui. Mais en tout cas, on aura ce sujet. Là, on l'a déjà dans nos esprits et on va essayer de développer quelque chose là en 2023 sur le sujet. D'accord. Alors, on arrive presque au bout de ce podcast, Clément. J'ai quand même 2 questions encore. Avec la curation de contenu, vous n'avez pas besoin de recréer du contenu existant sur mesure ou de le mettre à jour. Alors c'est un réel avantage pour la plupart des organismes de formation parce qu'ils passent tous énormément de temps sur ces points. J'imagine que c'est un gain de temps énorme quand il faut être déployable rapidement. C'est ça votre réalité? Exactement. En fait, nous, c'est ce qu'on met en avant, alors dans le discours marketing, mais qui est pas que du marketing, c'est le gain de temps et l'efficacité. C'est-à-dire qu'un exemple très concret, tu vois, on a AXA, je pense qu'on peut les citer, AXA qui travaille avec nous, AXA Bank, et tu as une demande de la DRH au mois de juin qui dit tiens, on doit former sur la finance verte. On doit acculturer en tout cas sur la finance verte nos 650 salariés. Ce que fait l'équipe formation en général, c'est tiens, il faut qu'on trouve un prestat, qu'on construise un module et autres dans toutes les entreprises. Et avec la curation, l'avantage c'est que AXA nous sollicite, nous dit tiens, on a telle thématique, c'était pas dans le catalogue, mais j'imagine qu'il y a des contenus. Est-ce que vous pouvez nous faire une curation, une playlist, un parcours sur le sujet? En moins d'une semaine, tu as ta curation sur le sujet avec 3 articles, 2 vidéos, 3 podcasts. Et donc ça te permet d'aller très vite pour répondre à des besoins et des besoins de la DRH sur des fois des sujets un peu transverses en disant tiens, il faut absolument quelque chose pour dans 2 ou 3 semaines et d'aller très vite plutôt que de partir de zéro, créer le module, d'avoir des retours, etc. Ça veut pas dire qu'on vient remplacer tous les éditeurs de contenu qui créent des modules sur mesure, mais ça veut dire que parfois pour aller vite, pour acculturer, on va dire sur un sujet, tu peux proposer une curation de contenu, notamment par Edflex, et c'est le gain de temps qui plaît beaucoup aux équipes. Ouais, j'imagine. Alors, je vais arriver sur ma dernière question. Edflex fait un très beau parcours. Je crois que vous avez, il y a quelques mois, levé pas mal de fonds. Aujourd'hui, Edflex, c'est français. Vous allez vous développer à l'international ou vous êtes déjà à l'international parce que les possibilités sont immenses et j'imagine que Edflex peut être en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, un peu partout, quoi. Le besoin est énorme. Alors on aime bien dire une entreprise française avec des racines françaises mais un rayonnement international. Donc pourquoi on dit ça? Parce que on est à Paris et à Nantes en France, c'est nos 2 bureaux. On a plus de 55%, à date presque 60 je crois là dans les derniers chiffres, d'utilisateurs. On a 600 000 apprenants sur Edflex qui se connectent hors de France. Donc ça c'est un chiffre intéressant. Alors, parce qu'on travaille avec des grands groupes internationaux.
et deux, parce qu'on a des clients internationaux. Donc on est par exemple en collaboration, on travaille avec la zone Asie-Pacifique avec Persol Kelly, qui est un gros cabinet de conseil, qui utilise Netflix pour le Japon et la Chine. On travaille aux États-Unis avec des entreprises comme par exemple Sitel, qui est une grosse entreprise, en direct avec les États-Unis. Et en fait, ce qu'on prévoit, donc la levée de fonds nous a permis vraiment de renforcer l'équipe. Aujourd'hui, on a environ 70 salariés, de renforcer la technologie et le produit, surtout, pour du coup accélérer, et là c'est notre objectif début 2023, et on l'espère se développer à l'international. Notre cible, c'est d'aller ouvrir un bureau aux États-Unis parce qu'on pense qu'il y a un énorme marché, et surtout qu'il y a pour le monde du learning quelque chose à faire avec Edflex. Donc on a des ambitions internationales, même si pour le moment on est encore une entreprise française dans le quotidien, puisque nos locaux sont à Paris, à Nantes. D'accord. Du coup, comme vous travaillez en zone Asie-Pacifique ou aux États-Unis, le contenu que vous indexez, il est uniquement en français, et c'est parce que vous travaillez avec des entreprises françaises qu'ils utilisent Edflex, ou vous commencez à indexer, vous indexez déjà du contenu anglophone? Non, on a même déjà 7 langues. 7 langues, d'accord. Ok. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ça va du français, anglais, espagnol jusqu'au japonais, chinois. Et alors, comment on gère ces langues? Le modèle de directeur de collection permet en fait d'avoir à la fois des internes qui gèrent la ligne éditoriale en quelque sorte, et puis les sources, et d'avoir des externes. D'accord. D'avoir des externes sur le sujet, de pouvoir avoir des freelances experts sur un domaine ou experts dans une langue. Sur notamment la partie chinoise, on a un réseau de curateurs en Chine qui nous accompagnent. D'accord, génial. Alors, comment tu vois l'avenir de la formation? Et pour toi, c'est quoi finalement la suite logique de la curation de contenu? Alors, tu nous as déjà donné pas mal de pistes, mais est-ce que tu peux nous les synthétiser? C'est quoi ta vision pour l'avenir? Ouais, alors nous, il y a un concept, si tu as été sur notre site, tu as dû le voir, auquel on croit beaucoup, c'est de développer l'open education. Il y a beaucoup de grands concepts dans le monde de la formation, mais celui-ci, on y croit vraiment parce que on pense au final, et tu vois, je vais synthétiser avec 3 grandes parties. L'open education, c'est plusieurs choses. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de contenus qui sont déjà accessibles, disponibles. On l'a dit là depuis un peu plus d'une demi-heure ensemble. On peut les réutiliser, ces contenus open. Et donc, développer l'open education, c'est se dire, OK, on va aller chercher les bons contenus, on va les réutiliser, et on va les mettre au service de la formation professionnelle pour gagner du temps, gagner de l'argent, et puis être efficace. Ça, c'est le premier élément. Donc, réutiliser les contenus. Le deuxième élément qui va être lui aussi important, c'est le fait que aujourd'hui, et nous, c'est notre vision, on doit développer, qu'on soit une entreprise, un organisme, un particulier, justement, cet accès à la formation pour tous. Donc, c'est aussi l'open education de dire, nous, c'est notre vision de dire à des entreprises ou à des particuliers, allez-y, créez du contenu, mettez-le à dispo, partagez-le. Et moi, j'ai un rêve, c'est qu'à un moment, peut-être que des entreprises se partagent eux-mêmes des contenus pour mutualiser. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'entraide sur ce sujet. T'as par exemple L'Oréal qui avait, avec Laurent Reich, mis à disposition un contenu sur justement le management à distance, qu'il l'avait déjà et d'autres entreprises l'avaient pas. D'ailleurs, tiens, on vous le met à dispo, il est ouvert. Il y a Orange qui crée beaucoup de contenu. T'as l'ANSSI, l'agence de la sécurité informatique rattachée au gouvernement, qui crée beaucoup de choses sur la cybersécurité, la RGPD. Bref, on voit qu'il y a une vraie mouvance, une vraie tendance à créer du contenu open et le mettre à disposition de tous. Donc réutiliser le contenu, c'est la première grande tendance qu'on voit. Deuxième grande tendance qui est de dire allez-y, on peut créer du contenu open. Et puis la troisième qui est importante, et là c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez Edflex, toute l'entreprise est tournée vers ça, qui est de dire on doit arrêter de siloter la formation et de dire un manager a le droit d'avoir de la formation sur du management, et les autres qui sont pas managers n'ont pas le droit. Si je travaille au service IT, j'ai le droit qu'à ces contenus-là et pas aux autres. Bref, de dire on ouvre la formation, c'est le rôle de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a, comme tu le disais en introduction, Google qui est le meilleur ami de chaque salarié au quotidien. Donc c'est une réalité, c'est le monde dans lequel on va, d'avoir accès facilement à du contenu. Donc ouvrons la formation, toujours dans cette logique d'open education, et l'ouvrir, ça peut même aller jusqu'à l'ouvrir à un peu comme une mutuelle, à l'ouvrir par exemple à des familles de salariés. Et on a des clients qui le font. Nous, tu vois, on a développé une branche family où en fait, quand tu as ton accès Edflex, tu peux en faire bénéficier à ta famille. Ah oui, d'accord, sympa. Il y a WeCare, tu vois, qui est une entreprise de service à domicile, qui a ouvert ça à sa famille, et c'est pour les enfants notamment. Ils ont accès à du contenu éducatif sur plein de choses, qui est aussi plein de contenu éducatif. Donc c'est vraiment ce concept d'open education, en tout cas, qui nous tient à cœur. Et moi, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire, et que c'est une grande tendance du monde dans lequel on est, dans lequel on va vivre dans les prochaines années. Je partage complètement ça, puisque on sait tous que le monde dans lequel on vit maintenant est extrêmement mouvant, et que chaque salarié ou collaborateur, s'il veut garder son employabilité, va devoir se former tout au long de sa vie finalement. Exactement. Et quelles que soient les compétences acquises de chacun. Ta vision, je la partage vraiment pleinement.
On est arrivé au bout de ce podcast, Clément. Je te remercie très sincèrement pour tout ce que tu nous as dit. On a mieux compris, voire même très bien compris maintenant ce que c'était que la curation de contenu grâce à toi. Et puis, je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast. Et je leur dis à dans 15 jours. Un très grand merci, Clément. Merci beaucoup, Gérard. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.